Alors, je voudrais dire un tout petit mot, puisque nous allons maintenant passer à la séquence du film. Mais avant, bon, est-ce que Bamshad est arrivé? Oui, tu peux venir. Je vais vous le présenter dans 2 minutes, mais avant, je voudrais remercier un ami, Majdid. Je voudrais que tu viennes ici. Toi, viens, tu es mon ami. Et je dois dire que c'est avec lui aussi que nous avons préparé cette soirée. Et je voudrais le remercier, je voudrais qu'on l'applaudisse. Ah bon. Il le sait, ça n'a pas été facile d'organiser cette soirée. Les Iraniennes et les Iraniens sont des gens de caractère. Mais moi aussi, je ne lâche pas, donc nous y sommes arrivés, n'est-ce pas? Et nous allons superbement nous entendre. Et je dois dire que Majid m'avait conseillé Massoumé, la traductrice de Kiarostami, avec qui, évidemment, j'ai discuté longuement. Elle m'avait recommandé réalisatrice et réalisateur, et puis Matab. Alors j'ai eu la chance de rencontrer Matab, qui m'a elle-même recommandé. Je voudrais dire une chose, je suis sûre que Majid, il va être pas cher. Oui. Majid, vraiment, il ne voulait pas que quelqu'un savait, mais il fait beaucoup pour l'Iran. Bravo Majid. Il est très engagé et il vit la révolution tous les jours. Il tient un restaurant. Moi, je passe régulièrement me faire offrir un petit café et j'ai droit à toutes les informations. Alors, tantôt il est heureux, tantôt il est gai, tantôt il est triste, tantôt il est en colère, tantôt il râle contre tout le monde. Voilà, c'est Majid. On l'aime beaucoup pour ça aussi. Et alors, Matab m'a conseillé Ngame. Et puis, Nathalie, une amie, assistante, collaboratrice, depuis 10, 15, 20 ans. Elle a travaillé à Confrontation auprès de Philippe et de moi-même et nous a recommandé Rachel, Reza d'abord, et puis que j'ai eu au téléphone, et puis Rachel, et puis Del, et puis voilà, et puis moi Anne, du coup, puisque Anne nous a aidés à avoir la place Vauban. On peut remettre l'image de la manifestation, Greg, s'il te plaît. Donc, c'est grâce aussi à Anne qu'on a débloqué, enfin peut-être grâce à Anne, en tout cas, la situation auprès du ministère de l'Intérieur, qui nous avait refusé le lieu du rendez-vous de la manifestation, alors que 60 bus attendaient depuis Berlin, d'autres depuis Suède, etc. Et on n'avait pas de lieu de rassemblement parce qu'il y avait la manifestation pour les retraites, ou contre la retraite, ou pour la retraite, on ne sait plus finalement. Mais on avait honte de cela, parce que nous, évidemment, on regarde un petit peu, alors notre droit à la retraite, notre droit au temps libre, nous, ce qu'on veut, c'est plus de boulot du tout, etc. Et pendant ce temps-là, les Iraniens et les Iraniennes vivent des situations extrêmement préoccupantes. Et moi, j'invite vraiment les jeunes à s'ouvrir au monde entier, parce que l'Iran fait partie du monde. Et en parlant d'Iran, on parlera du monde, évidemment, aussi. Mais on aura l'occasion d'en reparler. Donc ça, c'était très important. Et donc, on a fait la connaissance. Et puis, j'ai regardé le film. Donc, Massoumé m'avait recommandé le film de Rassoulov. Rassoulov, qui est toujours en prison, je veux le dire. Il était sorti 15 jours pour raison de santé à l'hôpital, mais avec la promesse qu'il y retournera. Mais tu vas nous en dire plus, Bamshad. Et puis, j'ai regardé ce film incroyable. Vous allez le découvrir bientôt. Et j'ai regardé les suppléments. Viens à côté de moi. Tu peux aller. Merci, on l'applaudit. Et alors, je découvre notre ami Bamshad Pourvali. Alors, notre ami, parce que moi, il est devenu pour moi, hein, dans mon cœur, ça, Bamshad, tu as une petite place. Il a fait une analyse du film de Rassoulov formidable. Il a su parler de l'homme déjà et puis de son film. Et moi, j'ai adoré ton analyse parce que j'ai vu après des choses que je n'avais pas vues à la première vision, mais que je vais maintenant voir. Et j'ai appelé Bamshad. Je me suis dit, après tout, qu'est-ce que je risque? C'était samedi soir, je l'ai appelé dimanche matin. Un quart d'heure après, il me disait oui. Il a lui-même une manifestation en ce moment puisqu'il préside à l'association Iran Ciné Panorama. Il présente un film ce soir à la Filmothèque du Quartier Latin. Il a encore lundi, puisque c'est la fête du Nouvel An iranien. Lundi, nous aussi, on aura une soirée lundi. Dommage, mais ça ne fait rien. Ce sera mercredi. Ah, alors tu pourras peut-être venir voir notre film autrichien et moi je viendrai voir ton film iranien. Formidable. Et donc, j'ai du mal à dire ton nom.
Chad, m'a dit oui tout de suite. Alors j'ai été emballée, je l'ai appelé et on a parlé 1 heure au téléphone. C'était formidable. Et maintenant, c'est à toi la parole. Merci. Bonsoir. Donc, le film que vous allez voir, donc Le Diable n'existe pas de Mohammad Rassoulov, c'est le 8e et avant-dernier film de ce réalisateur, puisqu'après ce film qui a remporté l'Ours d'Or à Berlin en 2020, Rassoulov a fait un autre documentaire de façon clandestine, qui est un documentaire sur un poète et un cinéaste écrivain qui s'appelle Baktash Optin, qui est mort du Covid-19, contracté en prison et qui n'a pas reçu les soins qu'il devait recevoir. C'est un documentaire inédit qui n'est pas encore sorti, qui s'appelle Crime intentionnel. Voilà, et Rassoulov, comme il a été rappelé, a été arrêté début juillet 2022 parce qu'il avait signé une pétition qui demandait aux forces de l'ordre de ne pas utiliser leur arme à feu pour réprimer les manifestations qui avaient éclaté dans la ville d'Abadan suite à l'effondrement d'une tour. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cet épisode. C'était un épisode qui a beaucoup marqué, même si maintenant tout ça nous semble un peu loin par rapport aux autres événements que connaît l'Iran. Et donc il a été arrêté avec un autre réalisateur qui s'appelle Ali Ahmad le 8 juillet. Et c'est pour aller demander ou prendre de leurs nouvelles le 11 juillet 2022 que Jafar Panahi a été aussi à son tour arrêté. Alors en fait, ils ont tous été libérés, mais sous caution, y compris Rassoulov, mais qui malheureusement a des problèmes de santé. C'est pour ça qu'il avait été libéré plus tôt et que maintenant, voilà, un peu comme Jafar Panahi, il est libéré entre guillemets, mais la situation reste très compliquée. Et le film que vous allez voir a donc été tourné de manière semi-clandestine. Parce que pour pouvoir réaliser ce film, comme tout film en Iran, il faut des autorisations. Et Rassoulov était sous le coup d'une interdiction suite à son film précédent qui s'appelait Un homme intègre, que vous avez peut-être vu puisqu'il est sorti en France. Et donc, il n'avait pas le droit de tourner et les autorisations ont été demandées au nom de 4 de ses assistants. Et Rassoulov lui-même, en fait, était soit déguisé, soit dirigé à distance, un peu comme Jafar Panahi dans Aucun ours. Si vous avez vu ce film où il dirige à partir de la frontière iranienne un film qui est tourné en Turquie, c'est pour vous dire que ça existe, aussi singulier que ça puisse paraître. Et donc, c'est ce qui explique que le film que vous allez voir a 4 parties. Voilà, il y a 4 histoires, mais qui sont dues aussi au fait qu'il y avait à chaque fois 4 assistants différents qui avaient, lui, l'autorisation de faire un film qui était donc un court-métrage, mais qui en réalité était dans un projet plus global, qui est le film que vous allez voir, puisque le trait commun des 4 histoires, c'est une dénonciation de la peine de mort en Iran. Mais vous verrez que ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a 4 styles différents, 4 genres différents, mais tout ça fait par le même réalisateur qui est donc Rassoulov. Donc c'est lui qui a écrit les scénarios, c'est lui qui a mis le film en scène. Et effectivement, ces 4 histoires, en réalité, communiquent entre elles de façon assez subtile. Mais ça, je vous en reparlerai après la projection. Et c'est un film qui, en plus de l'Ours d'Or à Berlin en 2020, a aussi remporté le prix Jean Renoir des lycéens. C'est un prix qui est remis chaque année par les lycéens sur une sélection de films. Donc voilà, donc je pense que c'est un film qui va aussi, j'espère, plaire à un public plus jeune. Enfin, nous sommes tous jeunes de toute façon dans la salle. Mais c'est un film donc, qui a reçu un prix aussi, voilà, en plus, qui pour moi est un prix important, donc un prix reçu en France. Et ce que je tenais aussi à dire, c'est que pour moi, c'est un film, comme vous allez le voir, où il y a une vraie progression, puisqu'on va passer de Téhéran à la campagne iranienne. On va passer de plans très très serrés à des plans de plus en plus larges. C'est un film en scope et en couleur, donc c'est aussi un film qui va vraiment utiliser le format particulier du cinéma. Et pour moi, c'est un film qui, d'emblée, en fait, pour moi, dès que je l'ai vu, enfin, je pense que pour ceux qui ne l'ont pas vu ou ceux qui le reverront, a une vraie dimension de classique. Pour moi, c'est un vrai classique de l'histoire du cinéma d'emblée. Et juste comme ça, pour terminer et donner comme ça peut-être quelques repères aussi, c'est qu'il y a d'autres exemples dans l'histoire du cinéma, mais pour d'autres raisons, où des réalisateurs, le même réalisateur a pu faire un film en plusieurs parties, et souvent en 4 parties, ou en 6 parties, ou en 10 parties, sur un même thème, et pour proposer des variations. Par exemple, il y a un film que les
historiens du cinéma connaissent bien, puisque c'est l'un des premiers grands films importants de l'histoire du cinéma. C'est un film en 1916 de Griffith, un film américain qui s'appelle Intolérance, et donc qui parcourait comme ça, sur 4 périodes, le thème de l'intolérance, et dont le dernier épisode, qui se situe à l'époque contemporaine aux États-Unis, parlait de la peine de mort. Donc il y a vraiment une référence avec le film qu'on va voir. Il y a un autre film qui s'appelle Page arrachée au livre de Satan. Rien que le titre, pour moi, résonne avec Le diable n'existe pas. C'est un film de Carl Theodor Dreyer, un cinéaste danois très important, qui là aussi suivait du Christ jusqu'à l'époque contemporaine, l'histoire aussi des malheurs dans l'histoire de l'humanité, et qui passait notamment par un épisode qui se passait au moment et de l'Inquisition et de la Révolution française avec Marie-Antoinette. Donc il y avait aussi ces questions-là de la guillotine et de la peine de mort. Un peu plus près de nous, il y a un très beau film italien qui s'appelle Païssa de Roberto Rossellini, qui comporte 6 partie et qui s'intéressait à la libération de l'Italie, de la Sicile jusqu'à la plaine du Pô. Et vous verrez qu'il y a un rapport avec le film que vous allez voir, parce qu'il y a une chanson italienne qui n'est pas dans Païssa, mais qui est une chanson qui est beaucoup liée à la libération et à la résistance italienne. Enfin, il y a un dernier film, une série plus exactement, mais qui pour moi est très importante, qui est le Décalogue de Kieślowski, auquel on compare beaucoup Le diable n'existe pas, sachant que le Décalogue qui s'inspirait des 10 commandements, mais à l'époque contemporaine et qui était tourné dans la Pologne de 87, donc avant la fin du système communiste en Europe, comportait donc forcément un épisode qui était Tu ne tueras point, et qui est l'un des 2 épisodes qui étaient même sortis en salle. Donc voilà, si je vous cite ces grands titres de l'histoire du cinéma, c'est que vraiment, pour moi, le film de Rassoulov vient après ces films-là. Il a été tourné sous cette forme-là, donc encore une fois, à cause de la censure. Et vous verrez qu'il y a d'autres scènes dont on reparlera qui sont dues aussi à la censure, mais comme dans d'autres cinématographies, lorsqu'il y a des très grands cinéastes, ils savent contourner la censure, voire l'utiliser pour en faire une très grande œuvre, qui est donc le film que vous allez voir, et on se retrouve après pour en parler. Donc bon film, et à tout à l'heure. تا حالا شده ازت کاری بخوان بکنی که نباید بکنی؟ الان دیگه وظیفه است. نمیتونی نخوای. دارم میتره که ناراحت شدی مرده؟ چطوری میتونی ناراحت باشی انقدر بخندی؟ ببین درست یا غلط این قانون مملکت. تلفنو بزن! اصلا تو بنداز! باشه وایسا! فایده گفتن حقیقتی که زندگی یه آدمو خراب میکنه چیه؟ من نمیخوام خون از دماغ کسی بیاد. قدرت تو نگفتنته. نه بگیم که زندگی اونو نابود کرد. On parlera après. De toute façon, après, on va boire un verre. Le verre de l'amitié. Alors, je dis un petit mot tout de suite. C'est Zaban. Zaban, c'est des jus de fruits qui viennent du Mali. C'est-à-dire que, les fruits viennent du Mali. La poudre de fruits vient du Mali. Ils sont fabriqués en France et on vient d'ouvrir. Je dis on parce que je suis avec Aïssata que j'héberge pour l'instant. Elle a fait 3 ans aux entretiens africains avec moi et maintenant elle est ici pour ouvrir une usine en France.
Et donc, elle fait les jus de fruits à Bamako. Et maintenant, elle va les faire ici à Stein. Donc, nous avons acheté les bouteilles de Aïssata, Zaban, qu'on va déguster juste après, avec des coucous iraniens. Donc, le coucou iranien, ce sont comme des petites madeleines fourrées avec des herbes et de l'omelette. Et donc voilà, on va déguster ça juste après. Mais déjà, je voudrais redonner la parole à Bamshad qui va nous dire un petit peu le lien entre ces 4 épisodes et puis évidemment cette force de l'homme. C'est magnifique. Le dernier épisode pour moi me fait penser beaucoup au paysage de Kiarostami. Mais avec cette force évidemment de l'histoire que Kiarostami n'a jamais osé lui aborder de plein de front, hein. Donc puisque lui il contournait toujours un petit peu les drames de son pays pour pouvoir nous projeter les images. Donc je voudrais bien que tu nous dises quelques mots là-dessus. Oui. Effectivement, donc ces 4 histoires, en fait, pour moi, sont véritablement, enfin, relèvent véritablement de 4 genres différents, puisqu'en fait, on peut dire que le premier film ressemble à une chronique, en fait, voilà, ordinaire, de la vie d'un homme dont on ne sait pas le métier, même si, bon, ça je vais revenir, parce que le film, dans chaque épisode, en fait, joue aussi avec les attentes du spectateur. Mais le premier, moi, je le définirais comme une chronique sociale qui peut ressembler au film ou de Kiarostami, parfois, ou de Panahi, c'est-à-dire une vie ordinaire, une tranche de vie, en fait. Voilà, le premier épisode ressemble un peu à une tranche de vie, même si on va s'apercevoir que ce n'était pas exactement ça. Le deuxième film, pour moi, c'est un vrai film d'action, c'est un film d'évasion. Enfin, on est véritablement dans un film haletant, vraiment très bien construit, qui montre un vrai savoir-faire de la part du réalisateur. Et les 2 derniers films, pour moi, relèvent du mélodrame. Le troisième, ce serait un mélodrame amoureux, et le 4e, un mélodrame familial. Il y a vraiment tous les ingrédients, en fait, de ce genre-là cinématographique. Et ce que je trouve très réussi, en fait, dans le film, comme je vous disais, c'est qu'il joue beaucoup avec les attentes, avec des fausses pistes aussi par rapport au spectateur, et des fausses pistes dont on se dit que c'était peut-être pas, une fois qu'on a vu le film, des fausses pistes. Par exemple, le tout premier plan du film, si vous vous souvenez, on voit 2 hommes dans un parking qui transportent un sac. Ça, on a vu ça 1000 fois, sous un néon qui clignote. Donc on est vraiment dans un décor de film noir, exactement, et on est persuadé que c'est un cadavre. Voilà. C'est toujours des cadavres qu'on met dans des coffres. Ça, on a vu ça dans 1000 films. Et puis on nous apprend que c'est un sac de riz. Et puis on s'aperçoit que c'est effectivement un sac de riz, et puis finalement on oublie quasiment ce qu'on a vu au début, puisqu'on va quitter, d'ailleurs on sort quasiment du parking, mais comme on sortirait de l'enfer, ou d'une prison, qui est une prison en l'occurrence, et à la fin effectivement il y a ce chemin aussi qu'on voit même en temps réel, comme une spirale qui nous ramène au cœur de la terre, là où se trouve l'enfer. Et tout au long du film, il y a quand même des signaux qui nous montrent que ce gars-là, enfin, avec qui on sympathise, parce c'est un excellent voisin qui va sauver le petit chat, c'est un excellent mari, c'est un excellent père, c'est un excellent fils, enfin voilà. Et puis, il y a quand même des moments étranges, et il y a tout ce jeu avec, si vous vous souvenez, les feux rouges. Voilà, exactement. Et puis le compteur même dès le début, et puis les plans sont un peu trop longs pour être complètement anodins. Et lui, on le voit complètement mélancolique, prenant ses calmants, voilà. Et puis à un moment donné, il regarde même la robe verte, voilà, la fameuse robe verte de sa femme, etc. Et puis on en arrive donc à la dernière scène, donc quand il retourne sur son lieu de travail, on voit les clignotants rouges et verts, donc on comprend pas tout de suite. Il faudra le dernier plan, mais en même temps, une fois, on reconstruit tout, et on se dit que finalement, le premier plan, même si c'était du riz, c'était quand même un cadavre. C'est-à-dire que c'était le prix des cadavres, en fait. Et le compteur que l'on voit, c'est le compteur aussi des morts. Et en fait, c'est un film qui est très fort, parce qu'au-delà de ce qu'il nous dit, il nous dit aussi, il interroge l'économie, c'est-à-dire qu'on reçoit de l'argent pour un travail, même si on n'est pas bourreau, on reçoit de l'argent, mais on ne sait pas toujours d'où vient cet argent. Cet argent s'évapore, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il fait pendant tout le film? Il dépense l'argent. Ils vont retirer la paye, et puis ils achètent une robe, ils achètent
à manger, etc. Tout cet argent s'évapore, mais c'est un argent en fait qui était dû à son travail. Mais bon, nous on travaille tous, mais on ne sait pas d'où vient cet argent exactement. Donc quelque part, tous ces cadavres ont disparu aussi dans l'économie. Donc c'est un film qui, au-delà même de son sujet, pour moi, pose des questions très très fortes, métaphysiques. Et on arrive à reconstruire le film une fois qu'on l'a vu, et on voit qu'effectivement cette tranche de vie n'était pas qu'une tranche de vie. Mais ça nous disait quand même quelque chose de plus profond, même sur l'économie de nos sociétés. Enfin voilà. Et le deuxième film, pour moi, la fausse piste, si vous vous souvenez du titre, c'est « Elle m'a dit tu peux le faire ». Mais elle m'a pas dit tu peux faire quoi. Bon, ça on comprend à la fin. Mais on est persuadé, je ne sais pas pour vous, que ce qu'elle lui dit, c'est « fais-le ». Vas-y, tire le tabouret, qu'on en finisse. Mais en fait, on comprend à la fin, d'où l'effet de surprise aussi, en fait, qu'elle lui a pas dit ça. Elle lui a dit, tu peux t'enfuir, tu n'es pas obligé de le faire. Et lui, lorsqu'il est catastrophé, c'est qu'il se sent pas capable, mais il trouve la force. Voilà, c'est ça, de s'enfuir. Et puis on arrive à cette scène quand même très surprenante, parce qu'on ne sait pas qui est dans cette voiture. On pense que c'est peut-être des policiers ou l'armée, enfin voilà, des gens qui ont pu le retrouver, mais finalement non. Et ça donne lieu pour moi à une des plus belles scènes de baiser que je connaisse, en fait, parce que par la censure, en fait, ils ne peuvent pas filmer ça, mais néanmoins, je trouve que c'est encore plus fort, le train qui passe, parce que c'est vraiment l'idée du départ, et ensuite c'est la chanson qui résonne, etc. Et donc voilà. Donc là aussi, on était sur une fausse piste, et puis finalement, on s'aperçoit que ce n'était pas le pire, parce que comme on avait eu le pire avant, on pense que ça va être le pire à nouveau. Et c'est pas ça. Et d'ailleurs, le film alterne entre ceux qui obéissent et ceux qui désobéissent. À chaque fois, il y a une alternance, puisque le troisième épisode, cette fois-ci, on va quitter Téhéran. D'ailleurs, vous voyez qu'il y a une logique aussi, parce que à la fin du premier, en fait, on est retourné dans la prison. Le deuxième épisode se passe dans une prison, donc on pourrait penser que c'est la même, mais pas obligatoirement, mais quand même, on est dans une prison avec des conscrits qui font leur service. Ce train qui passe, on peut penser que c'est le train qu'on voit au troisième épisode, puisque le personnage, en fait, vient dans un train. On n'est pas obligé de se dire que c'est ça, mais ça fonctionnerait. Et donc, en fait, on va quitter Téhéran, puisque de toute façon, à la fin du deuxième, on avait quitté Téhéran. On voyait Téhéran au loin, etc. Et la fausse piste du troisième épisode, donc, qui s'appelle Jour d'anniversaire, c'est les fauteuils, les musiciens, on pense qu'ils sont venus pour l'anniversaire, puis on s'aperçoit que non, ils sont venus pour une cérémonie, donc la mort de l'instituteur. Et donc la surprise, ça sera la surprise justement de ce soldat qui a eu sa permission et qui a participé, voilà, grâce à sa participation à l'exécution précisément de l'instituteur. Et voilà. Oui, oui, tout à fait. Et avec ce moment aussi assez étrange, on a l'impression presque que l'instituteur lui sourit en fait, comme s'il lui-même souriait de l'ironie, voilà, et puis que même en même temps il voyait l'ironie de l'histoire. Et là aussi, on a une très belle scène pour moi d'amour, même si elle est dans une ellipse, c'est que quand il revoit Nana, voilà, et qu'elle ouvre la porte de l'étable, elle le tire à l'intérieur et elle referme la porte. Voilà. Donc c'est aussi une scène comme ça, aussi due à la censure, mais que je trouve encore plus intense. Quant au troisième film, la fausse piste, c'est qu'on ne sait pas pourquoi Daria, le quatrième, voilà. On ne sait pas pourquoi la jeune fille est revenue. On devine qu'il y a une histoire un peu secrète. On pense que c'est peut-être un crime d'honneur, une vengeance, parce qu'il y a une histoire autour du fusil, de la chasse. Et finalement, donc, on s'aperçoit que c'est pas ça, mais là encore, le film joue avec nos attentes, en fait, par rapport à ce qu'on voit. Et ce que je trouve très fort dans le dernier, c'est le dernier plan. Parce qu'il y a une ouverture aussi qui est laissée, une liberté qui est laissée au spectateur. Et on peut imaginer deux scénarios. Il n'y a pas forcément le pire qui serait que, voilà, qui serait que le Bahram aurait fait un malaise, et puis voilà, on peut imaginer ça, mais les deux seraient possibles.
Ou alors, imaginez que Dario, qui est un peu indifférente justement devant un malaise, comme un malaise grave, s'est finalement réconcilié parce qu'elle a vu le renard et que si la voiture ne démarre pas, c'est parce qu'ils sont en train de se réconcilier. Bon, les deux sont possibles. Et moi, quand je vois le film, alternativement, selon mon état... Voilà. Mais l'idée qu'ils se réconcilient, bien sûr, mais encore une fois, les deux sont possibles et cette liberté est laissée au spectateur. Et donc voilà, donc pour moi, c'est un film... donc vous voyez, où il y a vraiment aussi une construction, selon moi, qu'on peut vraiment aussi retrouver. Oui. Pourquoi ce titre, Le diable n'existe pas? Oui, alors, Le diable n'existe pas, c'est la bonne traduction, parce que je ne sais pas si vous avez vu, il y a une traduction anglaise, There's no evil, donc il n'y a pas de mal. Non, c'est pas There's no devil, c'est no evil. Et je trouve que There's no evil, c'est pas un bon titre. Il n'y a pas de mal, parce que le mal, pour moi, peut exister. La question du mal, c'est une vraie question. Mais le fait que le diable n'existe pas, c'est que le mal dépend de nous. Ne dépend pas du diable ou de Dieu, mais dépend de notre libre arbitre, en fait. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas de la faute de quelqu'un d'autre que de nous. C'est ce qui est dit dans le film. On a la liberté de dire non, on a la liberté de refuser, on a la liberté d'accepter ou de ne pas accepter. Donc, et en fait, le vrai titre persan, enfin si vous voyez en persan, si vous lisez en persan, c'est Shaitan Wujud Nadorat, ce qui veut bien dire le diable n'existe pas. Mais il y a aussi un titre international qui est vraiment aussi dans la copie, qui pour moi, voilà, je trouve problématique. Le mal n'existe pas parce que le mal, on peut dire qu'il y a c'est pas indifférencié. Le bien et le mal existent puisqu'on prend parti. Donc on doit bien prendre parti entre le bien et le mal. Donc voilà, donc pour moi c'est une manière de dire que nous sommes responsables de nos actes. C'est d'ailleurs le sens qu'a donné Rassoulov au film. Dans l'interview qu'il fait après le film, dans le supplément du DVD, il dit en fait, on croit que c'est un film sur la peine de mort et en fait c'est un film sur la responsabilité de ceux qui doivent donner la mort. Hein, ce qui est complètement différent. Et qui sont obligés par d'autres. Bien sûr, qui doivent la donner, oui. Qu'ils l'acceptent ou pas. Voilà, mais ils doivent. Mais alors, en même temps, ce que je trouve intéressant dans la construction, c'est que, par exemple, on peut penser que c'est relativement simple, pas simple, de dire non parce que il y a un prix, mais en même temps, par exemple, à la fin du premier, la manière dont on entend la chanson Bella Ciao, on a l'impression que leur avenir maintenant va être forcément le deuxième. Voilà. 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 Le deuxième, on entend Bella Ciao, donc la première fois on entend Bella Ciao, on a l'impression que voilà, il y a une libération définitive. Et en même temps, ce deuxième résonne beaucoup avec le quatrième et dernier, puisqu'on réentend Bella Ciao, que l'histoire de Barom, la manière dont il a refusé, ressemble beaucoup à l'histoire de Pouillan. Donc c'est pas les mêmes, mais ça pourrait presque être les mêmes. Mais on voit le prix qu'il y a à payer même ensuite. C'est-à-dire qu'il vit caché, il n'a toujours pas son permis de conduire, il ne peut pas exercer son métier, parce que tout ça, on ne peut pas le faire. Il ne peut pas reconnaître sa fille, etc. Donc voilà, donc il y a une manière de nuancer, mais tout en encourageant à dire non. Ça, c'est dans le troisième, d'ailleurs, on encourage quand même à dire non. Voilà. Oui, voilà. Le renard qui même peut-être va être à l'origine de la réconciliation, du coup. Donc voilà. Et les animaux sont effectivement très présents, parce qu'il y a un chat donc, dans le premier, il y a un chien, si vous avez fait attention, dans le deuxième, dans la voiture. Voilà, il y a un renard dans le dernier. Donc voilà, donc il y a vraiment des constructions comme ça précises. Et un point qui me semble important, parce que ça, les persanophones peuvent le savoir, mais pas les autres, c'est que tous les prénoms féminins ont un sens en fait dans le film. Et c'est des prénoms très courants en Iran, mais il se trouve qu'ils ont un sens et ils résonnent avec le film. Rosier, le prénom de la femme au début, ça veut dire satisfaite. Voilà. Et donc, c'est quelqu'un qui est satisfaite de la vie qui est là, enfin, même si elle passe son temps à dire du mal, de la couturière, de ceci, du banquier, etc., du guichetier, etc. Mais elle accepte, elle sait très bien le métier de son mari, et elle accepte qu'il fasse ce métier, bien qu'elle-même travaille quand même comme voilà, enseignante dans un lycée.
Mais voilà, elle a accepté, donc en ce sens-là, elle est satisfaite, tout en passant son temps à pester, etc. Le prénom du deuxième personnage du deuxième film, Taminé, ça veut dire force. Et c'est dans le titre, elle m'a dit tu peux le faire. Voilà. Et donc elle incarne véritablement ça. Donc on sent que les prénoms, encore une fois, c'est des prénoms très courants en persan. Hein. Vous trouverez beaucoup de Taminé, vous trouverez beaucoup de Rosier, etc. Le troisième épisode, il y a deux prénoms, donc la mère et la fille. Donc la fille s'appelle Nana, ce qui veut dire la menthe, et la mère s'appelle Shirin, ce qui veut dire douce, sucrée. Voilà, donc ça renvoie à la nature, pour moi, et effectivement, voilà, on est dans la nature, en fait. Elle représente aussi un équilibre en ce sens-là. Donc voilà. Et le dernier film, il y a aussi deux personnages. Cette fois-ci, c'est donc aussi une fille et une belle-mère, même si elle ne sait pas encore que c'est sa belle-mère, en fait, même si c'est pas sa belle-mère directe, mais elle s'appelle Daria. Daria, ça veut dire la mer, la rivière, c'est ce qui sépare finalement, et ça renvoie à l'exil. Voilà, la personne qui est au loin. Et donc un éloignement physique. Elle s'appelle Zaman. Et Zaman, c'est le temps. C'est l'éloignement dans le temps, cette fois-ci. Donc voilà, donc, pour vous dire que les personnages féminins, et c'est moins vrai, enfin même à ma connaissance, pas du tout des personnages masculins en fait, parce que c'est des prénoms aussi courants, mais qui n'ont pas ce sens-là, alors que là, ils ont vraiment un sens. Et donc, même si au centre du film, c'est des personnages masculins qu'on voit parce qu'ils font leur service militaire, parce que voilà, parce qu'ils sont au centre d'une décision à prendre, les personnages féminins, pour moi, autour, jouent un rôle déterminant, et même par leur prénom déjà. Voilà. Très travaillé tout ça, hein. Oui. Très, très réfléchi. Oh. Bravo. Je vous invite à continuer la discussion autour d'un verre, et voilà.